on n'a rien à perdre. De toute façon, on va tenter un truc. Et en fait, c'est parti comme ça. Et tu vois, le démarrage, avec un niveau d'anglais d'un mec qui a raté son bac, j'ai essayé de faire des visios avec des marques. Et c'était vraiment le démarrage quand tu commences à avoir des contacts. J'étais dans le camion, 85 000 km par an, à vadrouiller dans toute la France. Un magasin qui t'appelait, qui disait ouais, je suis intéressé peut-être pour commander 2 pièces. Et moi je traversais la France pour aller le voir quoi. Mais voilà, il fallait y aller. Il y avait un intérêt il y a un magasin qui présentait un intérêt, il fallait pas le louper. Je raccroche, j'étais abasourdi. Je me dis là, ok, Mohawk c'est fini quoi. Et puis là, un des boss d'Hammer Sport, il me dit écoute, je crois qu'on a une idée, on a vu comment vous travaillez et du coup on voudrait vous proposer la distribution d'Envy Europe. Il me dit je te demande pas de répondre tout de suite, il dit tu peux y réfléchir et puis on en rediscute. Puis là je le regarde, je lui dis attends fais voir, je crois que c'est bon, je crois que j'ai la réponse. Salut Alex, comment tu vas ? Salut Antoine, écoute, ravi de t'accueillir ici, dans les locaux Mohawk, c'est dans notre beau showroom. Bon, écoute, merci beaucoup de me recevoir et à mon tour, je suis ravi de te recevoir dans cet épisode d'En roue libre pour parler de ce qui occupe tes journées depuis un peu plus d'une décennie maintenant. C'est ça, ouais, quasiment 14 ans maintenant. Ouais. Énorme. Petite note pour vous qui nous écoutez, comme d'habitude je vous rappelle que l'épisode est disponible en audio et en vidéo sur la chaîne YouTube d'En roue libre et sur les plateformes d'écoute. Sachez que cet épisode sera disponible à partir de 18h sur la chaîne YouTube d'En roue libre et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube d'En roue libre mais également sur les plateformes d'écoute de podcast et de nous laisser un petit avis pour nous dire ce que vous en pensez, ça nous aide énormément. Bon Alex, on est dans le temple de la belle pièce. Un endroit qui est quand même assez fou pour les amoureux de matos qu'on est. Alors j'aimerais savoir comment est-ce qu'on en est arrivé là à réunir quand même certaines marques parmi les plus belles. On a Pivot, on a Envy, on a Chris King, on a Open. Tu vas nous parler des autres. Mais avant ça, j'aimerais comprendre comment on en arrive là et du coup, comment t'es arrivé dans le vélo ? Écoute, pour revenir à ce que tu disais, l'idée de base, c'est vraiment les plus belles marques du marché, des marques qui nous font rêver, tous les composants ou les vélos que tu as envie de mettre sur ton vélo et qui fait rouler et te faire plaisir. Et voilà, ça c'est vraiment l'identité de base. On y reviendra après, mais voilà, c'est vraiment l'identité Mohawk, c'est faire rêver. Et pour en revenir un peu donc à l'histoire, à mon histoire entre guillemets, c'est tout simplement mon père passionné de vélo qui a commencé le VTT dans les années 80. Moi j'ai toujours baigné là-dedans du coup avec mon père que je voyais partir le week-end, rouler avec ses potes avec des Scott en acier ou des vélos un peu vintage ou des Sun parce que c'était vraiment l'époque où Sun était forte. Et en fait, petit à petit, je commençais à rouler avec lui le week-end. Je l'emmerdais le dimanche après-midi et je lui disais, moi, je veux faire un tour. Et lui, il revenait d'une sortie et il était déjà rincé. Et puis, il me disait, bon, ok, d'accord, allez, on va refaire un tour ensemble. Et voilà, c'est vraiment ce qui a bercé un peu mon enfance. Et donc, après, j'ai fait un peu de BMX, école de VTT, après, école de vélo de route. Donc, j'ai vraiment, toute ma jeunesse, j'ai fait du vélo. J'ai jamais été bon. Bon, ça, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Hein. Mais j'ai toujours adoré le matériel et je passais mes mercredis après-midi, mon samedi, mon dimanche à bidouiller mon vélo, à changer le frein arrière, à essayer d'optimiser avec mes économies les Noëls que j'avais eus, etc. pour pouvoir faire le vélo de mes rêves et l'améliorer au fur et à mesure. Donc voilà, c'est déjà la passion du matériel, elle est depuis tout petit. Et c'est ce qui après a laissé entrevoir plein d'autres choses par la suite. Ok, ouais, donc t'as toujours été attiré par le matos.
C'est quoi les marques qui te faisaient rêver à l'époque Moi, les marques qui faisaient rêver, c'était déjà Chris King. Tu mettais le jeu de direction Chris King sur ton vélo, c'était le Graal. J'ai roulé avec un Lapierre, avec un Sun. Enfin voilà, c'était des marques à l'époque qui étaient en plein essor quand j'étais gamin. Mais ouais, après, tu avais toutes les petites pièces anodisées pour optimiser et rendre ton vélo un peu sexy. Avide avec les freins avec les arches rivales, etc. Enfin voilà, des trucs un peu mythiques. La Crossmax qui va bien sur ton vélo. Enfin voilà, c'était vraiment à l'époque, c'était vraiment les marques qui me faisaient rêver, quoi. Je me reconnais là-dedans parce que on est à peu près de la même époque, et dans les années 90, effectivement, il y avait plein de pièces type Paul, Cook Brothers, effectivement Chris King. Je vois l'époque, ouais, carrément. Donc tu te mets toi, c'est plutôt VTT? Plutôt VTT, ouais. À la base, ouais, je commence un peu par le BMX. Bon, je fais 1 ou 2 ans de BMX, je me fracasse un nombre de fois pas possible. Ma mère me dit, écoute, t'es gentil, mais là on va arrêter le BMX. Et je lui dis, écoute, je vais faire école de VTT. Je me rappelle, premier week-end, je reviens, la lèvre découpée, le visage tout abîmé. Et elle me dit, bon, en fait, je suis pas sûr que ça soit une bonne idée, mais je lui dis, je vais quand même continuer. J'ai dit, le VTT, ça a l'air vraiment cool. Donc voilà, VTT, après un peu vélo de route. Et voilà, c'était vraiment tous mes week-ends et toutes mes journées, c'était vélo, quoi. Et alors, c'est quoi le lien entre cette passion et Mohawks? Alors, il y a quand même un petit gap, mais qu'est-ce qui t'a amené de ça à créer une entreprise comme Mohawk à l'époque où ça s'est fait? En fait, c'est une histoire improbable. Donc, moi, gamin, en tant que passionné, du coup, mon rêve, travailler dans le vélo, clairement. Après, ma mère me disait, non mais arrête, tu travailles. Qu'est-ce que tu veux faire dans le vélo? Tu travailleras pas dans le vélo. Tu vas aller à l'école, tu vas faire une école d'ingé comme tout le monde, et ça sera bien. Et donc là, me v'là parti. Je me débrouillais pas trop mal à l'école. Bon, arrivé ado, le bac, je l'ai en 2 fois parce que tu passes plus de temps à faire autre chose qu'aller à l'école. Et entre-temps, en fait, avec mon père, donc toujours je faisais des stages vélo, etc. Et donc on rencontrait des amis, et les vacances, c'était vélo, etc. Et donc on rencontre un couple d'amis sur un stage vélo. Une première fois, on se voit, on roule ensemble, et ça matche bien. Donc lui avait une 40aine d'années, moi j'en avais 16-17, quelque chose comme ça. Et donc là, on commence à sympathiser, à faire des courses ensemble, donc là un peu plus route, etc. Et puis donc là, c'est chaque année on retourne à faire des stages vélo, et puis là on commence à vraiment se lier d'amitié. On dit on pourrait peut-être créer un club, ça serait cool. On va créer un club avec des copains, donc on crée un club avec des copains. Moi le week-end je répare les vélos des gars du club. Je passe toujours ma passion, donc les gars super contents. Ah tiens Alex, je veux changer ça, qu'est-ce que tu me conseilles? Donc je bidouillais sur les vélos. L'été je bossais dans des magasins de vélos, et ce qui m'a permis de me donner vraiment encore plus l'amour des produits et puis du milieu. Et un jour improbable, j'étais en école d'ingé, et ça me plaisait pas vraiment. C'était pas vraiment mon univers. Et Laurent, donc que j'avais rencontré, et sa femme, et me disent, écoute, Laurent a un business dans l'informatique, donc le côté business il le connaît, mais c'est pas son rêve, c'est pas vraiment son truc c'est le vélo. Ancien rugbyman qui s'est reconverti au vélo, et il me dit, écoute, est-ce que ça vous dirait de monter un truc, un business ensemble dans le vélo? Toi t'as la connaissance, ça te plaît, et puis lui il a l'aspect gestion d'entreprise. Je dis écoute, moi je regarde avec des grands yeux, je me dis ouais carrément, écoute, un truc de fou pour moi. C'était plus ou moins un rêve qui commençait à arriver, quoi. Et donc là,
Donc c'était au mois d'avril 2010, si je dis pas de bêtises. Donc ça, c'était la première idée. Et donc Laurent me dit, bah écoute, réfléchis. Moi, l'idée, c'est de monter un super magasin de vélo dans Paris. On fait un truc qui était, à la base, qui devait être vraiment novateur par rapport à ce qu'on voit. Ce qu'on voit maintenant, c'est un peu différent. Mais à l'époque, on parle de ça il y a quasiment 15 ans. Avoir un magasin de vélo, c'était de faire un truc avec les plus belles marques du marché, vraiment haut de gamme dans Paris. Mais ça existait un peu déjà, ça. Il y avait des magasins en périphérie, alors pas dans Paris même à proprement parler, mais c'est ça. Déjà. Il y avait déjà les prémices de tout ça, mais dans Paris, il n'y avait pas vraiment de place pour ça. Et donc, nous, on s'était dit, allez, on fait un magasin de vélo, on tue le game et on fait un truc de fou dans Paris. Et donc voilà, on avance, business plan, etc. Et moi, je lui dis, écoute, le magasin, c'est cool. Mais moi, ce qui me plairait, c'est d'aller chercher des marques à droite à gauche et de faire de la distribution. Il me dit, ouais, ok, pourquoi pas. Il me dit, tu connais des marques ? Ah, je connais des marques, mais t'as des contacts ? Non, je n'ai pas de contacts. Non, j'ai rien du tout. Il me dit, écoute, regarde si, étudie un peu le business, vois s'il y a des marques qu'on pourrait avoir. Il dit, parce que si on n'a pas de marque, pas de business. Et on avance là-dessus. Oh, parce que, excuse-moi, mais à cette époque-là, toi, tu étais un passionné de vélo, mais tu n'étais pas plus que ça connecté avec l'industrie. Pas du tout. Nous, on faisait du vélo le week-end. Mis à part avoir créé notre club et tout ça, on connaissait personne dans le milieu du vélo, aucun contact avec des pros du vélo, quoi que ce soit. C'était vraiment, c'était notre passion, notre kiff. On faisait nos tours de vélo, mais après, ça s'arrêtait là, quoi. Donc, on est parti avec zéro contact, clairement. Et je reviens là-dessus un instant parce que je trouve que c'est extrêmement intéressant ce moment. Parce qu'on est quand même en train de se dire qu'ici, on est dans le lieu où on va en parler, où on a quand même des marques incroyables, pardon, mais avec des perspectives qui sont géniales. Et ce qui m'intéresse, c'est aussi de revenir un peu à la genèse quand même de ce moment où, alors que tu es, entre guillemets, que un simple passionné, avec zéro contact, tu te dis, bah ok, je vais lancer un truc. Et ça, l'objectif, et encore une fois, désolé, je fais ce petit aparté, mais ça, ce que je fais avec En Roue Libre, c'est de m'intéresser à comment les gens ont créé leur business pour potentiellement inspirer d'autres personnes. Inspirer d'autres personnes qui veulent devenir entrepreneurs, qui veulent lancer des business dans le vélo, qui veulent créer des choses. Et parfois des passionnés, parfois des non passionnés. Et je trouve fascinant de se dire que t'étais un passionné avec zéro contact et que t'es parti de là. Je trouve que c'est formidable. Ouais, c'est vraiment et pour nous, en fait, si tu veux, quand tu pars avec... on se dit, bah, on n'a rien à perdre. De toute façon, on va tenter un truc. Et en fait, c'est parti comme ça. Et tu vois, le démarrage, je me rappelle encore, avec un niveau d'anglais d'un mec qui a raté son bac, tu vois, donc qui était vraiment limité, quoi. Première visio, je dis à un pote qui maîtrisait bien, je lui dis, ça te dérange pas, fais la visio ensemble, et puis comme ça, tu m'aides. Il me regarde, il me dit, ouais, ok, si tu veux, mais il dit, j'y connais rien en vélo. Ouais, mais c'est pas grave, on va se débrouiller. Donc, j'envoyais des mails à droite à gauche, j'essayais de faire des visios avec des marques, et je faisais ça dans ma chambre d'étudiant. Enfin, voilà, c'était vraiment le démarrage, quand tu commences à avoir des contacts. Donc, on avance petit à petit là-dessus. Et puis, du coup, Laurent me dit, ok, t'en es où ? T'as trouvé des marques ? Je dis, ouais, écoute, on a trouvé quelques pistes, mais c'est pas encore vraiment... Mais je dis, je pense qu'il faut qu'on aille à l'Eurobike. Il me dit, c'est quoi ce truc-là ? Je dis, tu sais, c'est un super salon en Europe. C'est en Allemagne, il faut aller là-bas. Il y a toutes les marques et tout. Il me dit, bah écoute, si tu veux y aller, vas-y. C'était 3 jours après. On prend la décision au dernier moment. Et je lui dis, bah par contre, tu sais, ma voiture, c'est une voiture d'étudiant, quoi. Donc pour aller en Allemagne, compliqué. Il me dit, bah je te prête ma voiture, tu te débrouilles, tu vas là-bas. Tu pars, comme tout le monde le sait, Eurobike, pour trouver un hôtel, t'es logé à 3 heures autour quand tu t'y prends 1 an à l'avance. Donc du coup, là, je dis, allez, je mets la tente 2 secondes dans le coffre de la voiture, et nous voilà partis à l'Eurobike. J'arrive là-bas, il tombe des trompes d'eau, tu mets la tente est flottée sur le parking. Et le lendemain matin, tu mets la chemise, et puis c'est parti, et tu essaies de démarcher quelques marques. Et les mecs te disent, première question, du coup, tu fais quoi comme marque ? Alors, pour l'instant, pas vraiment de marque, mais justement, on est en train de monter un business, et du coup, c'est assez marrant. Mais tu vois que tu avais quelques marques, alors forcément, pas les plus grandes, hein. Il restait les marques qui étaient, entre guillemets, personne ne voulait faire, hein, c'est quand même le sujet.
et qui commence à dire ok, ouais, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Donc tu commences à prendre des contacts, à discuter un peu. Et donc là, je reviens de l'Eurobike. Là, je me dis ouais, c'est bon, on va y aller, on va trouver des marques et ça va le faire. Bon, finalement, la réalité du marché fait que c'était un peu plus compliqué que ça. Et on commence à avancer avec, à discuter avec Tomac, qui était une de nos premières marques, et Abici, une marque de vélo de ville. Excuse-moi, mais si je reviens un peu sur cette Eurobike, et encore une fois, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont potentiellement des distributeurs ou des gens je sais qu'il y a des gens qui veulent lancer des boîtes de distribution dans le vélo. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui demain veut créer sa boîte de distribution à rien du tout, à zéro, et veut commencer à bosser avec des marques? C'est quoi à ton avis, ce serait quoi le truc qu'il faudrait faire? Déjà, en fait, la réalité, c'est qu'il ne faut pas se donner de limite. C'est qu'il y a un moment donné, comme je te le disais tout à l'heure, tu connais personne. Et moi, je me disais, j'avais 20 ans, je me dis, bah allez, il faut y aller au culot. Et à un moment donné, tu te dis, bon, bah, de toute façon, en face de toi, tu as un humain. Et à un moment donné, bah, ça passe ou ça passe pas. Et puis, il faut tenter, quoi. Et au final, c'est comme ça que ça a commencé. Je pense que c'est la relation humaine, un concept. Et notre concept de base, mon associé, lui qui était dans l'informatique, il me dit, écoute, moi, dans le business qu'on a, c'est avocat, cabinet d'avocat, banque, etc. Je pense qu'il y a un vrai truc à faire sur un positionnement de gamme. Et en fait, voilà, notre concept de base, c'était faire des marques haut de gamme avec un super service. Voilà, c'était vraiment la base, la base du truc. Et après, bosser, hein. De toute façon, il fallait y aller et pas se poser de questions. Donc voilà, en gros, la création de Mohawks, après il me dit, bah voilà, du coup, la réalité, c'est qu'il va falloir trouver des locaux, etc. Et là, il me dit, écoute, je pense que j'ai une solution. On va pas s'emballer dans les frais, etc. On va, dans un premier temps, aller dans les locaux de ma société. Et du coup, je vais en discuter avec mes associés, voir s'ils sont d'accord. Je discute avec ses associés. Les associés disent, bah écoute, moi ça me branche. On peut peut-être s'associer tous les quatre et faire un truc tous ensemble. Voilà. Et ça a été le point de départ de Mohawks, qui entre l'idée au mois d'avril et mois d'octobre 2010, ouverture de création de la société. Ok. Donc 4 associés, toi plus 3 autres associés. C'est ça. Qui sont externes. Okay. Exact, ouais. Mais qui t'ont conseillé et qui sont intéressés évidemment dans le succès de Mohawk et qui t'ont donné des ressources, pas que financières, pour pouvoir évoluer. Très, très clairement, en fait, aujourd'hui, c'est mes associés qui m'ont tout appris. Et Laurent sur la partie commerciale, Bruno sur la partie gestion d'entreprise, comptabilité, et David sur toutes les relations avec les marques, bilingue, relations avec les marques, pareil, l'aspect un peu logistique, qui est quand même après super important dans notre métier. Et en fait, j'ai tout appris avec eux. Et en fait, je leur dois un peu tout, parce que c'est eux qui m'ont donné cette chance-là, de pouvoir lancer ce business. Ils m'ont fait confiance. Je pense que je leur ai montré des signaux positifs au départ pour qu'ils puissent me faire confiance. Et voilà, après, nous voilà partis tous les 4 associés. Et c'est eux qui m'ont donné les bases de notre boulot, base du boulot pour pouvoir avancer. Qu'est-ce que ça impliquait de démarrer une boîte comme Mohawks à l'époque, en termes de, je sais pas, d'apport, là tu nous as parlé des bureaux, on a les associés qui apportent le savoir-faire, des compétences, et très concrètement, en termes de finances, qu'est-ce que ça représente? En fait, en termes de finances, c'était un peu le sujet de base, c'était de se dire, ok, on monte un magasin, si on fait un gros truc, ça va nous coûter 1 million d'euros, enfin un vrai budget. Et la société de distribution, c'est la plupart de tes finances, concrètement, c'est ton stock et après ton bâtiment, etc. Là, en l'occurrence, on avait la chance d'être dans les mêmes locaux, donc de mutualiser les coûts. Et en gros, on parle de 200 000 euros, grosso modo, d'investissement à la base, pour créer la société, où on a rapidement dû remettre un peu d'argent, parce que, comme toujours, entre la réalité et puis
Et entre ce que tu peux imaginer et finalement les dépenses qu'il va y avoir très rapidement, tu te dis bah non, ça va être juste. Mais ouais, en final, un budget, si je puis dire, assez raisonnable pour commencer une boîte. Moi, concrètement, j'ai mis toutes les économies que j'avais. J'ai demandé de l'argent à mes parents qui m'aident à financer pour que chacun mette de l'argent dans la boîte. Et avec mes économies d'étudiant, j'ai revendu un vélo. J'ai dit bah non, ce vélo-là, il me sert il faut s'en débarrasser et puis ça me permet de créer la boîte, quoi. Donc c'était vraiment ça. Sachant que 200 000 euros, comparé à un magasin, par exemple, c'est pas... justement, vous vous étiez dit... Vous aviez fait les comparatifs avec vos business plans de bon bah voilà, si on monte un magasin c'est tant, si on monte une société de distribution c'est tant. C'était quoi à peu près les ordres de grandeur? En gros, ouais, comme faire un beau magasin de vélo, c'était dans Paris, c'était minimum 1 million pour faire un super un magasin vraiment qui se démarquait du reste. Et donc du coup, la société de distribution était quand même, comme nous on l'avait envisagé au départ, beaucoup plus raisonnable en termes d'investissement. Ok. Et surtout après, la vraie différence qu'il y a, c'est qu'un magasin de vélo, tu peux pas l'ouvrir tout seul et tu peux pas être tout seul dans le magasin. La réalité, c'est que la société de distribution, là, on bénéficie un peu des ressources de WSI, de l'autre société, et du coup, c'est ce qui permettait aussi d'avoir. La réalité, c'est que au début, j'étais tout seul. Et donc du coup, tout seul, c'était parti sur la route. Il y avait quelqu'un qui répondait au téléphone au bureau, qui prenait les messages parce qu'il connaissait rien au vélo. Elodie, elle me prenait les messages, je me disais Alex, il faut que tu rappelles machin. Et toi, tu étais là, j'étais dans le camion, 85 000 km par an, à vadrouiller dans toute la France. À chaque fois qu'on m'appelait, c'était simple. Un magasin qui t'appelait et qui disait ouais, je suis intéressé peut-être pour commander 2 pièces. Et moi, je traversais la France pour aller le voir, quoi. Il n'y avait pas de limite, c'était complètement déraisonnable parce que tu faisais Paris, Lyon, Nice, Bordeaux, dans tous les sens. Mais voilà, il fallait y aller. Il y avait un intérêt il y a un magasin qui présentait un intérêt, il fallait pas le louper. Mais voilà, c'était vraiment le démarrage. Et on a des anecdotes pas possibles où je commence première semaine, dans les premières semaines avec un de mes associés, Laurent, qui s'occupe de la partie commerciale. Il me dit écoute, première tournée, il dit je viens avec toi, comme ça va me donner une idée du business. On ouvre la partie dans le camion. Lui, ses clients, c'était plus des avocats et des banques. On ouvre la partie dans le camion au fin fond de la Bretagne. Premier magasin, on arrive, on sort le catalogue. Donc, catalogue qui était fraîchement imprimé du copieur et qui était relié au bureau. On sort le catalogue, le gars nous regarde. Il regarde les marques, il dit ouais non, je connais pas. Non, vraiment, je connais pas. Et Laurent qui part dans son argumentaire commercial qui était rodé, commercialement, c'est un mec, c'est un monstre. Et il est là et le mec il le regarde, il dit ouais d'accord, mais j'ai d'autres marques, des trucs je les connais pas, ça m'intéresse pas quoi. Et on remonte dans le camion, il me regarde, il me dit ouais, en fait ça va être beaucoup plus compliqué que ce que je l'imaginais. Et voilà, c'est comme ça qu'on a commencé. Ouais. Parce que faut quand même revenir à l'époque. Il y avait des belles marques. On avait vu du Intense, on avait vu des Troy Lee, Chris King étaient distribués à l'époque. Mais c'est vrai que c'était peut-être quelque chose qui faisait quand même un peu peur, les marques haut de gamme. Clairement. C'est-à-dire en tant que magasin, si j'achète un vélo haut de gamme, je suis quand même pas sûr de pouvoir le vendre. C'était quoi un peu l'état du marché, parce que c'était un peu une prise de risque quand même de se dire à l'époque je me concentre sur des marques haut de gamme et puis tu as du feedback de la part des magasins qui disent ouais vous êtes sympa mais moi je connais pas vos marques et puis potentiellement c'est trop cher, je les vendrai jamais. Mais en fait c'est clairement ça. Déjà il faut savoir qu'en 2010 on crée la société en pleine crise. Le marché était quand même assez catastrophique et là tu fais les magasins en magasin et tout le monde te regarde et le mec il te dit bon courage, et c'est cool mais je connais pas ta marque. Mais du coup, vous allez faire quoi d'autre? T'es là, non, c'est bien, on a déjà 2 marques, là, c'est cool. C'était quoi une marque? C'était Tomac, Abici, donc une marque de vélo de ville, et on faisait BM, une marque de fringues, de vêtements cyclistes italiens, qui a rapidement été on peut dire un désastre. Mais voilà, donc le marché, concrètement, marché haut de gamme, c'était
il y avait quelques marques. Enfin, tu avais Santa Cruz, Yeti, en concurrence à des marques comme Tomac qui étaient déjà bien implantées et qui étaient même un peu des marques leaders sur le marché. Et toi, tu arrives avec Tomac. Alors, tu avais quelques magasins qui avaient une cinquantaine d'années. Les gars te disent ah ouais, Tomac, c'est le mec qui faisait qui avait un vélo de route pour faire de la descente. Là. Tu dis ouais, c'est ça. Alors là, t'essayais d'accrocher quelque chose. Tu vois. Tu dis lui, je le tiens. Déjà, il connaît le nom de la marque. Mais très clairement, le marché était pas du tout celui qu'on a aujourd'hui. Clairement, le haut de gamme faisait peur et c'était pas du tout. C'était vraiment les prémices du VTT haut de gamme. Parce qu'on avait des exemples quand même de quelques magasins. Je pense à Vélo Neuf avec Serge Darcel. On parlait de Manu Medina. J'ai reçu Manu Medina de Mountain Biker à Paris. Il y avait quelques magasins comme ça, Yoda Bike, je crois, dans Yoda l'Est, Bike, les magasins avec Riton d'Equerre, qu'on salue. Mais c'était des spécialistes. C'était vraiment des gens pointus. Il n'y en avait pas forcément beaucoup. Et donc, il fallait convaincre tous les autres qui étaient des généralistes, en fait, finalement. C'est ça. En fait, forcément... moi, quand j'ai commencé, j'allais sur le site Vélo Vert et sur le site Vélo Vert, tu avais tous les magasins qui étaient référencés. Et mon listing client, vu qu'on connaissait personne, c'était ça. Tu cliquais sur chaque point et tu prenais les coordonnées du magasin et t'appelais les magasins. Et d'ailleurs, la petite anecdote, c'est que premier magasin que j'appelle, Laurent qui était à côté de moi pour voir ce que je valais, entre guillemets. Je décroche le téléphone, j'appelle, je dis bonjour. Là, la voix se coupe, petite crise d'angoisse, où tu es là, qu'est-ce que je vais lui dire? Je raccroche le téléphone. Il me regarde, il me dit, mais tu fais quoi là? Et je lui dis, je sais pas, j'ai perdu mes moyens, quoi. Et il me regarde, il me dit, ah ouais, non mais là, en fait, là, ça va pas le faire, là. On a créé une société, il dit, c'est pas pour que ta voix elle se coupe quand tu décroches le téléphone, il dit, ça va être un peu ton boulot, quoi. T'es là, ouais, pas de problème. Je rappelle le gars, je lui dis désolé, on a eu un petit problème et voilà, mon premier phoning c'était ça. Donc tu vois, on est parti de loin. On est parti de loin, déjà pas à l'aise au téléphone, donc on est parti de loin. Et pas à l'aise en anglais? Et pas à l'aise en anglais, c'était à chaque fois que David il me disait il faut que tu appelles la marque. Ouais, je vais lui envoyer un mail, ça va le faire. Il me disait non, appelle-le, c'est mieux. Et là, concrètement, je passais 20 minutes à faire un mail. Et c'est là que tu te dis, au final, ça aurait été quand même pas mal de pousser un peu sur l'anglais à l'école, quoi. Mais qui, du coup, dans notre métier, est clairement indispensable. Mais du coup, on est parti, je ne vais pas dire avec quelques lacunes, mais sans connaître personne, avec un niveau d'anglais, on va dire plutôt médiocre, un relationnel phoning qui était plutôt catastrophique. Mais en fait, c'est la persévérance et le fait de jamais rien lâcher. Et concrètement, j'étais étudiant, j'y ai dédié ma vie et j'avais la chance de vivre chez ma mère encore à cette époque-là. Du coup, pas forcément besoin d'argent, donc ça simplifie quand même les choses. Intéressant, ouais. Et puis, ce que je note aussi, c'est que quand même, tu viens d'un background et d'une formation ingénieur les ingénieurs sont pas forcément toujours connus pour être les meilleurs commerciaux et forcément... Ouais. En fait, c'est assez marrant, mais ma mère voulait absolument que je fasse ingé, mon père voulait absolument que je fasse une école de commerce. Bon, au final, je pense qu'il avait quand même plus raison. Mais ouais, j'avais concrètement aucune formation commerciale et donc moi j'ai appris le boulot concrètement en allant à des rendez-vous voir des clients pour vendre de l'informatique avec un de mes associés. Donc on est parti sur des basiques. Excellent. J'aimerais que tu me parles un peu de cette aventure Tomac, qui est un gros morceau et qui a un peu donné le ton de Mohawk. C'est quoi l'histoire de Tomac en France? Alors, l'histoire de Tomac en France, donc on commence, première marque qu'on fait, on commence à, finalement, au bout de 6 mois, 8 mois, on commence à faire quand même des ventes qui sont plutôt correctes. Si je dis pas de bêtises, au bout de quasiment 18 mois, on fait à peu près 120, 130 vélos pour une marque qui vient quand même de nulle part, que personne distribuait et qu'au final quasiment personne connaissait. Donc on arrive à convaincre quelques fous à stocker des Tomac dans leur magasin, qui étaient... La réalité, c'était quand même vraiment des super vélos, une belle marque. Et donc,
pour le coup, on vendait quand même une part de rêve. Après, pas très connu, mais on vendait quand même une part de rêve. Donc, on avance avec Tomac. Concrètement, c'est une marque où, à l'époque, il y avait 3 personnes qui travaillaient pour la marque aux États-Unis. Donc, c'était un tout petit truc. Et un jour, Joel Smith, donc le patron de la boîte, donc qui exploitait le nom Tomac, me dit, écoute, ta commande, là, ça va être un peu compliqué. Je peux pas vraiment te l'envoyer. Je lui dis, écoute, pourquoi tu peux pas nous envoyer les vélos? Là, on n'a plus rien. On a vraiment besoin que tu nous livres. Et là, il me dit, non, mais en fait, on n'a plus d'argent. On peut pas payer les vélos à l'usine. Ah. Je dis, ouais, là, c'est la merde. Là où tu commences à vendre quelques vélos, là, le gars, il te dit, bon, au final, on n'a plus d'argent. Tu te dis, bah, en fait, la marque, elle est morte. C'est la seule marque que tu vends, grosso modo. T'es là, bon, ok. Et bah, je raccroche. J'étais abasourdi. Je me dis, bah là, ok, bon bah, Mohawk, c'est fini, quoi. Je vais vers mes associés, je leur explique. Et là, ils me regardent, ils me disent, ah ouais, déjà que c'était pas simple. Non, là, c'est vraiment la merde, là. Et je ressors, le moral au fond des chaussettes. Je les vois en train de discuter entre eux. Ils me disent, ouais, viens voir, on a quelques questions à te poser. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ils ont besoin de combien? Je lui dis, j'en sais rien. Je lui dis, là, les vélos sont bloqués, ils ont besoin d'argent, mais j'en sais rien. Il me dit, bah, tu le rappelles, tu lui demandes combien il lui faut d'argent pour pouvoir continuer, pour pouvoir libérer cette commande et pour potentiellement continuer à développer la marque et à continuer la marque, quoi. Je le rappelle, il me dit, bah, écoute, voilà, il me faut tant d'argent, ça va permettre de relancer la marque. Pourquoi tu me poses cette question? Et je lui dis, bah, écoute, mes associés sont intéressés et tout. On en rediscute, on avance. Mes associés disent, écoute, on va faire un truc super simple. En gros, on est mort. Mohawk, sans Tomac, on est mort. Du coup, tu lui proposes 250 000 euros. À l'époque, c'était 250 000 ou 300 000 euros, quelque chose comme ça. Tu lui proposes 300 000 euros et on veut la moitié des parts de la société. Je rappelle le gars, je lui dis, écoute, 300 000 euros, la moitié des parts de la société et c'est parti, on y va. Il dit, ah bah je sais pas, il faut que je réfléchisse parce que est-ce que ça va suffire, etc. Mais associé dit, non, écoute, c'est 300 000 euros. Là, on fait tapis, concrètement. Mohawk, après, il n'y a plus rien. Il dit, on tente le tout pour le tout et on y va. Et voilà. Et on arrive à trouver un accord. Rock d'Azur 2022, si je ne dis pas de bêtises. 2012, exactement. Rock d'Azur 2012. On signe le contrat en visio avec l'avocat de Tomac et on rachète 50% des parts de la société et nous voilà repartis, on reçoit les vélos et là tu te dis bon écoute c'est génial et nous on a l'impression de passer pour des héros. On avait créé la société il y a 2 ans et là tu te dis on est propriétaire d'une marque de vélo, quand bien même pas ultra connue mais quand même la classe et voilà donc ça c'est l'histoire Tomac. Puis en tant que passionné t'as quand même 50% de Tomac. Enfin, c'est ça, c'est quand même... tu dis, ouais, on a quand même 50% de Tomac, et là, ça commence à résonner un peu, quoi. Les et Américains. C'est ça, et là, tu te dis, tu vas arriver en magasin, tu vas dire, non, c'est un peu aussi notre marque, c'est un peu la classe, quoi. Bon, la réalité, elle était un peu différente. C'est qu'en fait, au bout de, grosso modo, 4-5 mois, même scénario, une commande qui doit partir, il me rappelle, il me dit, écoute, la commande, elle peut pas partir, là, on n'a plus d'argent. Non, je lui dis, c'est une blague ou j'explique à mes associés, ils me disent, ah non, mais là il s'est foutu notre gueule, là. Ouais, je lui dis, écoute, là, ouais, apparemment, ça pue vraiment. Là, pour le coup, c'était mort. Plus rien à faire. Il avait dilapidé l'argent en l'espace de 4-5 mois, il n'y avait plus rien. Bon, au final, il est quand même parti en vacances avec cet argent-là, il s'est fait plaisir. On n'a pas investi dans le gaz, lui s'est fait plaisir. Il avait remboursé le crédit de sa maison avec l'argent, enfin une histoire de malade. Donc là, plus d'argent, plus de Tomac. Et là, tu te dis, bon, et bah là, je pense que c'est plié l'histoire. Et là, mes associés ils me disent, écoute, il faut que tu trouves une solution. Concrètement, on n'a plus de thunes, plus de marque. Là, c'est vraiment la merde. Et tu te dis, bon, bah, écoute, moi, j'avais pas d'idée. Et tu te dis, déjà, on a galéré à trouver ces marques-là, personne ne voulait travailler avec nous. Et là, tu te dis, bah, c'est reparti, on va à l'Eurobike. Tu retournes à l'Eurobike. Et là, nous voilà à discuter, on commence à discuter avec Pivot. Et à l'époque, Pivot, ça représentait
ça représentait 20 vélos en France, donc 3 fois rien. Et donc, qui était distribué par qui, comment? Qui était distribué par BH en Espagne à l'époque. Ah ouais. C'était BH en Espagne qui distribuait la marque, et ils vendaient l'équivalent de 20 vélos en France, dont 10 en cofactory à un team en France. Donc autant dire rien. Et qu'est-ce qui t'avait attiré dans cette marque à l'époque, puisqu'on se souvient aussi de Santa Cruz à l'époque, qui était pas très sexy, qui l'est devenu ensuite. Aujourd'hui, Pivot est une marque très désirable, on va dire, qui remplace un peu Santa Cruz dans le cœur des passionnés d'une certaine manière. No offense pour les gens de Santa Cruz. Mais à l'époque, la marque était peut-être pas aussi sexy qu'elle l'est aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressé à cette marque? Alors, très clairement, pour répondre à ta question, la marque, elle était clairement moins sexy qu'aujourd'hui. Il fallait se projeter, on va dire. Il fallait se projeter et puis se dire qu'un jour, ça allait être cool. En fait, moi, ce qui m'a accroché avec cette marque, c'est l'histoire. Et c'est un peu, enfin, ça fait partie de l'histoire de Maux. C'est que c'est une histoire d'homme. Et si tu veux, moi, je passais mon temps à regarder les sites Bicycle Industry, Pink Bike, etc. Et un jour, je tombe sur un article, Chris Kokalis, donc patron de Pivot, projet d'études, il commence à développer un vélo. Et le gars te dit, voilà, moi je développe une marque avec un système de suspension qui est DW-Link, qui est le système de suspension référence sur le marché. Et je me dis, écoute, ce gars-là, il a l'air cool. Ces vélos, pour l'instant, ne sont pas super sexy. En même temps, on n'a pas vraiment le choix. Ils nous ont déjà répondu au mail. C'est déjà un bon début. Et allons-y, quoi. Et ouais, donc pour le coup, c'était Pivot, 2 vélos, je crois, à la gamme, si je dis pas de bêtises, c'était 2 vélos. Dont un qu'on a en bas qui est un des tout premiers modèles, cadre en alu, un design pas forcément super flatteur, mais des vélos qui marchaient déjà super bien. Et donc on arrive à les convaincre à l'Eurobike, et le patron, on fait un repas à l'Eurobike avec le responsable des ventes, et le responsable des ventes était taquet, et il dit ouais, je suis sûr que c'est bon, je suis sûr que ça va le faire. Et moi, on sort du rendez-vous. Je vois Chris Kokalis avec une drôle de tête, je lui dis écoute, je pense que ça sera pas pour nous, mais bon, c'est pas grave, on aura essayé, c'est cool. Finalement, Chris Kokalis dit écoute, je fais confiance, moi j'y crois pas, mais je fais confiance à mon gars et on va y aller avec toi. Et nous voilà partis avec Pivot, c'est un peu, on va dire, le renouveau et la relance de Maux. Donc 3 ans, grosso modo 3 ans après la création. C'est un peu la relance, et là on se dit bon c'est parti, on y va avec Pivot, mais il va falloir trouver d'autres marques, parce que la réalité c'est qu'on avait une marque où ils vendaient 20 vélos, donc même si tu voulais doubler ou tripler la première année, ça faisait 40 ou 60 vélos, c'était pas non plus la folie, donc il fallait aussi trouver d'autres marques. Et c'est à partir de ce moment-là où on a commencé à donner un peu d'organisation à la société, trouver des agents. Donc là, pareil, on trouve 2 agents commerciaux, dont un qui était Kevin, qui roulait sur Pivot et qui faisait partie du team qui était sponsorisé par la marque, et qui me dit écoute, je peux peut-être devenir commercial pour la marque, je roule sur les vélos, c'est cool. Et je lui dis et tu sais quoi, on y va, c'est parti. Et, voilà, et lui, il était commercial de base ou pas, ou... En fait, il travaillait chez une boîte qui était... je suis en train de rechercher le nom. C'était pas MTBL Parts, mais qui était dans le sud et qui faisait KCNC, qui a fait transition après par la suite. Okay. Et voilà, donc il était commercial, il venait juste de commencer, mais pareil, il devait avoir, je pense, 20 ans, 21 ans. Et pareil, passionné par la marque, il me dit j'ai rien à perdre. Je me lance en tant que commercial indépendant, et je bosse avec toi et je vais vendre des pivotes. Et en fait, Kevin, passionné par la marque, il roulait dessus. Et on a commencé à trouver quelques clients, et Pivot petit à petit a commencé à s'installer. Pour le coup, rien à voir, quand t'appelais, il y avait des vraies commandes qui arrivaient, ils avaient un peu d'argent, donc beaucoup plus simple à travailler. Et petit à petit, la gamme s'étoffe, les vélos deviennent un peu plus sexy. Donc voilà, c'était la relance de Maux, quoi. Pas mal. Donc à partir de là, j'imagine que déjà ça te donne du crédit vis-à-vis d'autres marques que tu vas démarcher. Ça te donne aussi des résultats, tu commences à faire du chiffre d'affaires. C'est quoi un peu les étapes petit à petit? Quelle marque tu vas chercher? Est-ce que tu as aussi des histoires avec des marques qui ont marché, qui ont pas marché?
Tu peux nous raconter un peu ces... En fait, là, du coup, à ce moment-là, tu commences à rechercher quelques marques de composants, parce qu'au début, on était quand même plutôt focus sur les vélos. On commence à rechercher quelques marques de composants, donc on commence avec une marque qui s'appelle Key-Edge, qui était à la base montée sur des vélos Tomac, donc on avait un petit lien avec ça. On commence à faire quelques marques d'access, toujours l'idée, toujours garder des marques un peu premium, beaucoup de marques américaines. Et moi, passionné de vélo, je roulais à l'époque, on n'avait pas de marque de vélo de route, je roulais sur un Cervélo. Et mon but, c'était d'acheter une paire de roues Envy. Et là, je vois les roues Envy, je me dis, ça c'est la marque. Je suivais un peu l'histoire de la marque et je me dis, mais ça match vraiment. Et il faut que quelqu'un fasse ça en Europe, quoi. Enfin, c'est pas possible. Enfin, en France, personne distribue cette marque. Cette marque-là, elle est pour nous. Et donc là, premier voyage aux US. C'était un press camp Pivot qui était à Salt Lake City, donc à Park City, donc au bike park. Press camp avec Pivot, il y avait Envy, quelques marques un peu sympas comme ça. Et au culot, j'avais envoyé quelques semaines avant à la patronne de chez Envy un message en lui disant je serai là-bas, j'ai vu que vous aviez un stand, est-ce qu'on peut se rencontrer? Et elle me répond, ok, pas de problème, je serai là à telle heure, on peut se rencontrer. J'arrive sur le stand avec mon ordinateur comme un gamin, toujours étudiant. Enfin, on parle de ça, j'avais toujours, je devais avoir 24 ans. Et j'avais préparé ma petite présentation PowerPoint nickel. Elle arrive et dit, on va se mettre derrière le stand, on s'assoit sur une glacière avec la patronne de Envy et le responsable des ventes. Je fais ma présentation, je me dis, allez, on tente, on verra bien. Je finis la présentation et je me dis, on va pas se faire d'illusions, c'est pas une marque pour nous. Il y a sûrement d'autres distributeurs qui ont convoité cette marque et c'est pas pour nous. Et elle me regarde et me dit, tu sais quoi? Elle me dit, t'es le premier que je vois qui m'a fait une présentation de la société. Et moi je lui dis, ouais, je sais pas, ça me paraît être la base. Ça fait partie de notre histoire et voilà ce qu'on a voulu, voilà ce qu'on veut construire et ce qu'on veut faire. Et les choses restent un peu en suspens pendant l'été. Rendez-vous à l'Eurobike, premier jour. Et normalement, j'avais rendez-vous, je crois, le 2e ou 3e jour avec la patronne de chez Envy. Je me dis, ça veut dire qu'au début du salon, ils vont signer avec quelqu'un d'autre. C'est juste pour m'annoncer la mauvaise nouvelle et c'est mort. Je passe devant le stand 2-3 fois dans la journée. Je me dis, peut-être que je vais capter quelqu'un, on ne sait jamais. Tu as contact. C'est ça. Et fin de journée, elle me dit, monte Alex. Et là, elle me dit, écoute, on a décidé, on va travailler avec toi. Et là, je me dis, je la regarde, en fait, je m'attendais forcément à ce que ça soit une réponse négative. Et là, je me dis, non, c'est pas possible. Je lui dis, mais c'est une blague. Elle me dit, non. Elle me dit, pourquoi tu veux que ça soit une blague? Je dis, je sais pas. Je lui dis, Mohawks, quoi. Et elle me regarde et me dit, ouais, Mohawks. Et je lui dis, ok, cool. Et en fait, c'est à partir de là, Pivot, Envy. Et en fait, à partir de ce moment-là, on avait une carte d'entrée et une vraie crédibilité. Et c'est ce qui nous a permis, d'avoir d'autres marques d'access. Et après, quand tu discutes avec d'autres marques, ils disaient, tu fais Pivot, Envy. Ah ouais, c'est cool. Et c'est vraiment la relance de Mohawks, ça a été ça. Et c'est ce qui a permis de vraiment de donner un coup d'accélérateur pour la suite. C'est une belle histoire, ouais. Aujourd'hui, tu peux nous parler un peu de ton catalogue, alors qui est assez épais et fourni, mais dans les grandes lignes, tu peux nous parler un peu des marques, des produits, nous faire un peu un état des lieux de ce que c'est Mohawks aujourd'hui. Mohawks aujourd'hui, c'est 35 marques, c'est 6 ou 7 marques de vélo. J'oublie presque maintenant le nombre de marques que l'on a. L'identité, elle est la même, c'est marque premium ou avec une vraie valeur ajoutée, c'est-à-dire que pour nous, encore une fois, comme je te disais tout à l'heure, on ne se voit pas rentrer une marque dans notre catalogue sur lequel on ne se voit pas rouler. Pour nous, tu rentres un produit, c'est un produit que tu as envie de mettre sur ton vélo ou un vélo avec lequel tu as envie de rouler. Donc toujours des marques premium avec une vraie histoire, ça c'est la base. Pour moi, si la marque n'a pas d'histoire, c'est pas sexy et concrètement, quand tu vas en magasin ou tu n'as rien à raconter sur la marque, pour moi ça me parle pas et c'est ce que j'ai toujours voulu instituer à mon équipe. C'est si tu as une histoire à raconter sur la marque, en fait tu as accroché ton client et c'est ce qui fait la moitié entre guillemets. Ton produit c'est important, mais si tu n'as rien à raconter en réalité,
il va pas se passer grand-chose. Si je comprends bien ce que tu me dis, c'est que par exemple des marques qui vont choisir des produits standards sur étagère, ils mettent un logo, même s'il y a un degré de finition ou quelque chose d'intéressant, c'est des marques qui vont pas t'intéresser. C'est ça ta grille de lecture? Est-ce que tu as d'autres critères comme ça? Ça fait partie de ma grille de lecture. Enfin, concrètement, avoir le même produit que 40 marques vont proposer, enfin, personnellement, je vois pas l'intérêt. Après, nous, c'est de proposer un produit innovant. Tu vois, on fait des marques comme Feedlock, bidon aimanté, il n'y a personne d'autre qui le fait sur le marché. C'est une marque qui doit être chez Maux. Et après, on a d'autres marques. Typiquement, tu prends des poignées EasyGrip. Tu dis, la poignée EasyGrip, des poignées en silicone, il y en a partout sur le marché. Ouais, sauf que personne n'a jamais égalé en fait la qualité d'une poignée EasyGrip. Et en fait, c'est à chaque fois ce petit curseur-là qui, pour nous, est important sur chaque marque. C'est de se dire que cette marque-là, elle a une vraie valeur ajoutée sur le marché. Et une histoire, une différenciation, une technicité, et c'est ce qui permet c'est ce qui anime le catalogue Maux, c'est ce qui anime nos commerciaux et ce qui donne envie de vendre nos produits. Mais après, forcément des marques, tu prends des marques comme Chris King, c'est des marques mythiques. Entre guillemets, t'as pas besoin de raconter l'histoire. Enfin, le meilleur moyeu du marché, le meilleur roulement. Tu prends des marques comme Envy, c'est la marque en upgrade de roue la plus premium et la plus cool que tu peux trouver sur le marché. Donc c'est vraiment ce petit curseur-là qui est important. Et dans le choix des marques, donc il y a des succès, il y a parfois un peu quelques nanars, quelques trucs qui ne sont pas aussi bien passés. Tu peux nous parler de ces expériences-là? Ouais, ça fait partie de la vie de l'entreprise. Il y a des moments, t'y crois à fond, et puis finalement, c'est la désillusion. Donc, typiquement, marque innovante, à un moment donné, il y a les fourches Trust, donc les fourches avec le parallélogramme déformable. Moi, je vois ça sur les sites, sur les réseaux, avec 2-3 gars, un gars qui venait de chez Envy, etc. Je me dis, attends, là, il y a un vrai lien. La marque, elle est pour nous. Il faut qu'on fasse ça. Mes collègues me disent, Alex, écoute, t'es gentil, mais là, c'est quand même engagé, quoi. Et je dis, écoute, c'est engagé, mais je dis, il faut le tenter. Cette marque-là, si elle a été distribuée en France, c'est Maux. Je dis, qui va faire ça? C'est Dave Weigel aussi qui faisait la cinématique de la suspension. Donc un vrai lien, et voilà, encore une fois, une histoire à raconter. Tu montais ça sur un pivot, ça matchait. La réalité, c'est que pour le coup, Trust, on y a cru, mais ça n'a pas duré longtemps. Donc ouais, il y a des histoires comme ça où tu tentes. Encore une fois, c'est l'identité de la société, c'est on y va à fond, on se pose pas de questions, on fait tout ce qu'on doit faire, ça marche pas, c'est comme ça, c'est la vie. Pour revenir à Trust, qu'est-ce qui a merdé? Ce qui a merdé, je pense que pour le coup, c'est positionnement prix qui était premium, mais où la marque a modifié le prix 3 fois en 6 mois de son produit parce que la réalité, c'est qu'ils voulaient vendre très vite beaucoup de volume, et ça, on sait très bien que ça ne fonctionne pas. Et nous, de par expérience, on vend des produits premium et haut de gamme, et on sait très bien que ça prend des années à pouvoir prendre ces parts de marché-là et établir la marque sur le marché. Tu prends des marques comme Pivot, aujourd'hui, comme tu le dis, ça fait partie des marques les plus cool du marché, et une marque ultra premium. Mais la réalité, c'est que ça a mis 10 ans. On a mis 10 ans à établir la marque. Et c'est le même constat pour toutes ces marques-là. Si les marques qui veulent être pressées et qui veulent absolument qui veulent envahir le marché avec un nouveau produit, pour moi, ça ne fonctionne pas. Et c'est pas notre métier. Moi, je l'explique à chaque fois. On pourrait vendre 2 fois plus, 3 fois plus que ce qu'on vend. Mais la réalité, si c'est pour vendre 2 fois plus, 3 fois plus une année, et que c'est du court terme, moi, c'est pas ma vision du business, tu vois. Ma vision du business, c'est d'établir la marque, que le magasin soit content, que les consommateurs soient contents, que le service suive, et que c'est un ensemble. Si c'est pour en mettre partout et juste pour faire du one shot, je pense pas que ça fonctionne. Surtout dans le cas de Trust, quand même, on parle d'un produit qui était très disruptif, concrètement, c'était t'aimes ou t'aimes pas. La réalité, en termes de design, les gens étaient plus j'aime pas que j'aime. C'était quand même le sujet. Et après, on s'est dit, tu vois, la réalité, c'est que tu as une marque comme Cannondale qui avait la fourche Lefty.
t'as des gens qui aiment, t'as des gens qui aiment pas. On s'est dit pourquoi pas. Trust, il y a des gens qui vont aimer, des gens qui vont pas aimer. Et en fait, tu vas t'habituer. C'est nouveau, mais au final, tu t'habitues au design et au bout d'un moment, ça va faire partie du paysage. Bon, ça n'a pas eu le temps de faire partie du paysage. Ça, c'est la petite différence. Mais alors, ce dont je me souviens, c'est quand même qu'effectivement, le prix de vente de base était aux alentours de 3 000 €. C'est ça. Que quelques mois plus tard, ils se sont dit, en fait, finalement, on va le passer à 2000. 2000 ou 2200 €. Donc forcément, les clients qui l'avaient acheté plein pot, voilà. C'était un problème et c'était pas la force de Tesla à l'époque qui pouvait changer ses prix tous les 4 matins. Là, tu parlais d'une marque toute nouvelle où tu investissais 3 000 €, après ça valait 2 000 € et je crois qu'on a fini à 1 600 €. Donc forcément, la crédibilité était plus là, quoi. Et pour toi, en plus, commercialement, ça devait être super compliqué. C'est-à-dire que c'est surtout qu'on a perdu beaucoup d'argent parce que les fourches, tu les avais achetées à un certain prix et au final, tu étais obligé, tu avais le stock et on te disait non, le nouveau prix public, c'est ça. Donc tu changeais le prix public, tu avais acheté à l'ancien prix et concrètement, soit tu t'adaptais et tu misais sur l'avenir en disant le stock qu'on a, on va le passer et après ça sera une autre histoire. Bon, la réalité, c'est qu'il n'y a pas eu d'autre histoire. Et alors, donc, on comprend que commercialement, ils n'ont pas été très, très fins. Techniquement parlant, c'était un produit... Techniquement parlant, pour moi, ça avait vraiment du sens. Il y avait, comme une marque naissante comme ça, il y a toujours des ajustements à faire. Mais il y avait une vraie idée, il y avait match. Il y avait match, il y avait... Pour moi, c'est un produit qui aujourd'hui aurait tout son sens avec forcément des ajustements techniques au cours des années. Tu as d'autres exemples comme ça de produits D'autres exemples qui vont aller justement à l'encontre, on va dire, de ce que Maux, de l'identité Maux. On a fait Lightspeed à un moment donné, très belle marque avec une certaine notoriété. Mais on a fini par arrêter parce que le service ne suivait pas. On parlait de garantie à vie qui finalement est des garanties 1 an. Donc tu peux pas expliquer ça à un client et ça fait partie. Pareil, aujourd'hui, toutes les marques qu'on fait, la sélection, elle se fait sur le service. Si derrière, tu achètes un vélo de gamme, tu n'as pas de service, concrètement, ça n'a aucun sens. Donc c'est aussi comme ça que s'est fait la sélection de nos marques. Et c'est aussi pour ça qu'on a arrêté Lightspeed à un moment donné, où tu te dis, ouais, ok, c'est une belle marque, ça se vend, parce que ça se vendait, c'était la réalité. Mais en même temps, si tu te fâches avec des magasins parce qu'il n'y a pas de service, ça nuit à la globalité en fait, de ton business. Parce que nous, on est distributeurs, c'est ce que j'explique souvent aux marques. Nous, on est distributeurs, donc on distribue 10 marques, 20 marques, 30 marques. S'il y a une marque où on est mauvais, en fait, c'est la société qui est mauvaise. Donc la perception est tout à fait différente. Et en plus, quand tu fais des marques comme celle-ci, avec parfois de la personnalisation, beaucoup de personnalisation pour certaines d'entre elles, notamment Open, Parly aussi, qui fait beaucoup de personnalisation, Moods, qui fait aussi du sur-mesure. Tu es obligé à un moment d'avoir un accompagnement pour tes clients et pour le consommateur qui, lui... en fait, veut simplement le meilleur vélo du monde possible et veut se faire une étude posturale ou quelque chose comme ça. Tu peux nous parler un peu des services, qu'est-ce que tu mets en place justement pour pouvoir faire vivre cette expérience-là et permettre au client final en fait, de s'acheter son vélo personnalisé, peint à sa couleur et tout ça? En fait, voilà, c'est aussi ce qu'on a voulu apporter en plus chez Maux. La réalité, c'est qu'on a beaucoup sans dénigrer qui que ce soit, mais on a beaucoup de confrères ou concurrents qui font le même métier. Et nous, on a voulu se démarquer en apportant quelque chose de plus. Comment apporter quelque chose de plus aujourd'hui? C'est typiquement le showroom où on est aujourd'hui. Avoir un showroom, un lieu où les magasins, les consommateurs peuvent venir. On peut leur présenter un produit, développer un projet. On a Nico qui est ici, qui fait rêver les pratiquants, lui qui fait de la longue distance, mais on a plein de pratiquants différents au bureau, et qui va pouvoir conseiller un client
sur un projet, pas simplement oui je veux faire du VTT, c'est voilà mon projet c'est traverser les Alpes à VTT ou autre, bah voilà Nico il sait de faire le vélo qui va en face. Et en fait ce qu'on a voulu apporter chez Mox en plus c'est d'avoir tous ces services, donc faire service d'études posturales, donc ça va du début du projet pour le client, donc en passant par l'étude posturale, faire un vélo sur mesure potentiellement chez Moots ou chez Envy, choisir la couleur de ton vélo, choisir la couleur de tes spacers, de ta potence, voilà. Et en fait, nous, c'est ce qui nous fait rêver. Et on veut faire rêver le client aussi. On a les plus belles marques. Et l'idée, c'est de faire matcher ces différentes marques sur un même vélo. Et de faire un vélo qui est simplement que tu retrouveras jamais ailleurs et qui est totalement personnalisé, où le client, bah, il n'a pas acheté un vélo qu'il a trouvé dans le rayonnage d'un magasin. Il a acheté un vélo qui est son identité, ce qu'il a rêvé, ce qu'il a imaginé à travers les catalogues, à travers les sites internet. Et c'est un vélo qui est unique, tout simplement. Et c'est vraiment ce qu'on a voulu mettre en place. C'est ça, c'est ok, on vend des super produits, mais il faut savoir les mettre en valeur, créer des éditions limitées sur certains. Tu vois, tous les ans, on crée des éditions limitées sur une peinture Pivot, qui est pas ce que Pivot propose, mais un jour, je dis à Pivot, je dis écoute, bah voilà, ce vélo-là, c'est cool. Est-ce qu'on peut avoir des cadres bruts et faire une série de vélos en édition limitée? Bah, il me dit ouais, ok, si tu veux. Et maintenant, en fait, Pivot fait la même chose. Et en fait, c'est aussi ça. Notre boulot, c'est aussi d'inspirer, à mon sens, en tant que distributeur, c'est aussi d'inspirer les marques et de faire du feedback aux marques pour pouvoir développer et créer quelque chose d'un peu différent. Alors, c'est ce que je trouve intéressant, justement, c'est quel poids, toi, tu as en tant que distributeur vis-à-vis des marques, justement, pour influencer un peu les produits. Est-ce que, justement, les marques comme Pivot, Envy, sont à l'écoute du feedback du marché, type nous on aimerait bien savoir en fait quel est comment est le marché français, européen, pour pouvoir faire un vélo qui est adapté. Je dis ça en pensant à Rocky Mountain par exemple, qui s'appuie sur Tribe pour faire ses vélos. Est-ce que tu as sensiblement le même rôle avec les marques que tu distribues? Bah alors très clairement, quand on a commencé, moi j'ai toujours eu cet aspect, de par, on va dire, mon background sur mes études, sur tout ça, où l'aspect technique sur un vélo, voilà, ça me parle. C'est que ça soit la géométrie, que ça soit, on va dire, la technicité, la suspension, ce genre de choses qu'il va y avoir sur le vélo, ça me parle. Et en fait, moi de par nature, on a toujours fait des retours sur les vélos. Sur les specs, sur les couleurs, sur les géométries. Et au début, très clairement, les marques disent oh, ok, t'es gentil, reste à ta place, t'es Mox, t'as commandé 50 vélos cette année. Nous, on va continuer à faire ce qu'on a envie. Et en fait, ils t'écoutent pas forcément. Et au final, au fur et à mesure des années, avec la crédibilité que t'acquiers, en fait, au fur et à mesure des années, le relationnel avec les marques. Et en fait, maintenant, ce qui est assez fou, c'est que on dit chez Pivot, tu vois, le prochain vélo qui sort là, nous, on le voudrait telle couleur. Et les gars, ils disent, ah ouais, ok, ouais, c'est intéressant. Et en fait, t'en finis par à être intégré directement au choix des couleurs dans la marque, à des specs. Où ça arrive assez souvent, tu vois, qu'ils nous disent, voilà, pour vous, quel est la spec sur ce vélo-là, avec un objectif de tarif au bout. Et pour le coup, nous, c'est super intéressant parce que tu vends plus simplement un produit, mais tu vends un produit du coup qui pour nous entre guillemets est vraiment le plus adapté à notre marché. Déjà c'est quand même le vrai sujet, c'est ça. Et t'es intégré à la marque et tu participes on va dire à ton échelle à une certaine forme de recherche ou de développement de la marque. Et ça c'est vraiment intéressant. Et si on prend une marque comme Envy où là pour le coup pareil, on est vraiment intégré sur des développements produits où on reçoit des produits en avance qui sont en phase de développement pour faire du retour de testing, que ce soit avec des ambassadeurs que l'on a, avec des gars qui roulent les produits dans l'équipe. Donc ça, c'est super valorisant et c'est super valorisant pour l'équipe aussi de participer à notre échelle au développement d'une marque. Ouais, et puis si on fait un petit focus sur Pivot, on peut dire les deux. On peut dire les deux. Bon.
tu le disais un petit peu avant, c'est une marque qui, quand tu as commencé, n'était pas forcément très sexy, qui aujourd'hui, bon, on a des vélos qui sont à tomber par terre. Tu as des exemples comme ça de choses, d'inputs que tu leur as amenés, qu'ils ont appliqués et qui font que les vélos sont un peu ce qu'ils sont aujourd'hui? Ouais, bah typiquement, enfin, tu vois, au début, on avait des vélos d'enduro qui étaient livrés avec des disques en 180, 160. C'était le premier retour qu'on avait fait. Et elle nous dit, ouais, mais vélo d'enduro aux États-Unis, on fait de la rando avec. Ouais, mais nous, vélo d'enduro, c'est pour rouler dans les Alpes et voilà, et rouler en bike park. Donc, disque 180, 160, il faut oublier, quoi. Et ça, c'est le premier retour qu'on a fait, qui était minime, entre guillemets, mais qui pour nous était rédhibitoire en magasin. Le mec, tu livres un vélo, il disait, mais ces vélos américains, ils roulent où avec ça? Enfin, c'est pas possible. Et sans faire de teasing, mais par exemple, tu vois, on a le Firebird. Il y a une nouvelle couleur qui va sortir, sans faire de teasing, mais qui va sortir avant l'été. Et c'est une couleur qu'on a fait en édition limitée, où le patron de chez Pivot, quand il a vu cette couleur-là, il a dit je comprends pas pourquoi Mohawks a fait ça. Et au final, 2 ans après, il va sortir la couleur que nous on avait fait en édition limitée. Typiquement, voilà, c'est le type de retour qu'on a et qui sont vraiment concrets voilà, c'est un aspect de design par exemple et de couleur, mais au final, les Français ils arrivent à être un petit peu entendus chez les Américains. Mais c'est pour moi, tous les ans, tu vois, je vais chez Pivot, je vais chez Envy, et c'est pour moi super important en fait de partager et d'aller voir les marques, de comprendre déjà aussi pourquoi la marque des fois va développer un tel vélo. Tu dis ce vélo-là, c'est invendable. Bah non, en fait, aux États-Unis, il y a un marché pour ce vélo-là que nous on n'a pas forcément, mais ça permet de comprendre pourquoi la marque fait ses choix. Et puis d'être intégré à la marque et au final, aujourd'hui, une marque comme Pivot, ça fait 10 ans, 12 ans qu'on bosse ensemble. On fait partie de la famille, donc c'est ça qui est vraiment sympa. C'est intéressant, je trouve, d'entendre ça, cet aspect où tu es de plus en plus intégré à la marque, parce que un distributeur a à la base pas forcément ce rôle-là, mais finalement ce rôle tu le prends et tu le développes, tu le gardes, enfin tu le développes, quoi. Donc je trouve intéressant de voir à quel point tu travailles avec la marque. Avant de passer sur comment tu travailles avec Envy, j'aimerais revenir rapidement sur ta relation avec les clients et les clients de tes clients. C'est-à-dire, tu proposes de la personnalisation, tu proposes des études posturales, en gros vraiment de la personnalisation du vélo. Comment tu travailles avec les magasins? C'est-à-dire, est-ce que, comment tu bosses avec le client et le magasin, l'espèce de triptyque, pour faire en sorte l'étude posturale, en fait, le client peut venir chez toi. Comment ça fonctionne, tout cet écosystème de services pour le client? En fait, tu vois, je vais revenir à la base de Mohawks. Le logo Mohawks, c'est un Indien. Pourquoi on a choisi ça? Pour nous, c'est l'esprit tribu. L'esprit conquérant pour les galères qu'on a eues au début qui nous ont bien servi. Mais voilà, c'est vraiment l'esprit tribu, fraternité et se retrouver autour du feu. On va schématiser, mais se retrouver autour du feu et passer une soirée autour du feu, c'est un peu l'esprit Mohawks. Et en fait, aujourd'hui, on a des commerciaux qui vont et qui se déplacent en magasin et qui sont tous vraiment des passionnés de nos marques. Et c'est pour nous indissociable. Si tu travailles chez Mohawks, tu dois être passionné de nos marques, sinon ça fonctionne pas. Et donc voilà, c'est vraiment pour moi ça super important. Après, comment on adresse vraiment nos produits à nos clients, c'est des événements tests. Et ça, c'est les événements tests, tu vois, de mars à juin, on a notre démo tour où on fait VTT, route, et on va directement se déplacer soit en magasin, soit sur des événements, et on va voir nos clients et comprendre ce que nos clients attendent, comprendre le marché aussi, parce que le marché, on l'a connu, nous, en 14 ans, on est passé du 26 pouces au 29 pouces, au frein à disque qui s'est imposé, au frein à disque en route, au tubeless et tout ça. Et c'est de comprendre quelles sont les attentes des clients entre ce que les marques sortent comme nouveaux produits et si ça répond vraiment aux attentes du client. Donc ça, c'est pour nous super important. Donc tous ces événements-là, que ça soit du Vélo Vert Festival, que ça soit le Rock d'Azur, que ça soit
pour nous, en fait, c'est super enrichissant. Et c'est là que tu apprends à comment vendre tes produits en réalité. Puisque il y a une demande de ton client qui au final nous a permis de faire des nouvelles marques, de faire entrer des nouvelles marques dans notre catalogue. Et c'est ça qui est super enrichissant. Et alors, excuse-moi, je reviens encore une fois sur le lien que toi, tu peux avoir avec le client. Comment fonctionne cette relation justement avec les magasins? Imaginons, je viens en magasin, je dis, bon voilà, je voudrais monter un open ou un mood sur mesure avec ça. Comment ça fonctionne en fait, qui est l'interlocuteur? Est-ce que le magasin, lui, dans quelle mesure il est capable d'aller au bout de la personnalisation? Est-ce qu'à un moment donné, le magasin il dit bon ok, on fait un call avec Mohawks, avec Nico, et à ce moment-là, on check la configuration. Comment ça fonctionne? En fait, on a des magasins qui sont ultra passionnés de nos produits. Donc ça, on a une bonne partie, donc qui savent adresser, qui savent conseiller le client. Et après, ce qui est assez marrant, c'est qu'on a vraiment une proximité avec nos clients, c'est-à-dire que nos clients finaux. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui nous suivent déjà sur les réseaux sociaux et qui s'approprient, on va dire, l'image de la société et qui vont nous commander une paire de chaussettes Mohawks ou ce genre de choses parce qu'ils ont commandé un Open ou qui roulent sur un pivot. Donc c'est ça qui est vraiment marrant. Et typiquement, oui, t'as des clients qui rentrent en magasin et qui commencent qui sont sur un projet d'un nouveau gravel ou autre. Ils appellent au bureau et ils mettent le haut-parleur. Et en fait, c'est la personne qu'ils ont au bureau qui va vraiment l'orienter et le conseiller. Parce que personne mieux que nous, en fait, connaissons notre catalogue et nos produits. Et en vrai, on va pas se mentir, c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime vendre. Nous, concrètement, un client qui appelle au bureau et qui dit « Ouais, j'ai tel projet, conseillez-moi », c'est le kiff. En vrai, c'est le kiff. Tu partages tes expériences personnelles ou tu as toujours l'expérience d'une des personnes au bureau qui roule sur le Firebird et qui est parti faire un trip je sais pas où ou qui a acheté un dernier pivot électrique et qui a traversé qui a fait le tour du Mont Blanc. Et en fait, c'est toutes ces histoires-là que tu peux raconter au client qui est en magasin et qu'au final tu fais rêver. Et après... ça arrive aussi, le showroom où on est là actuellement, on a des particuliers qui peuvent venir sur rendez-vous. C'est des fois des magasins qui nous envoient ces clients-là. On a des gens, ça nous est déjà arrivé, des gens qui prennent l'avion pour venir nous voir sur une journée. Et ils viennent, ils passent la journée au bureau. Et dans le showroom, Nico s'occupe de leur projet. Et après, on livre le vélo au magasin et... le mec a passé une journée exceptionnelle. En fait, il a toute l'attention pour lui dans un showroom qu'il n'a pas forcément dans un magasin pour le coup, parce que c'est difficile de s'occuper d'un seul client pendant plusieurs heures dans un magasin. Et donc l'expérience client, elle est juste folle. Et on a déjà eu pareil des clients qui sont arrivés en avion. T'as le taxi qui est en bas, qui attend pendant 3 heures, et t'as le taxi qui est devant, t'as le compteur qui continue à tourner. Et en fait, le gars, il est là et il dit non, mais je veux voir aussi tel produit, je veux voir tel produit. En fait, c'est ça. Il veut prendre le temps et en fait, la passion parle et il pense même plus au taxi qui est dehors, qu'il est en train de payer également. Mais en fait, il rêve en fait. Il est là pour rêver et du coup, c'est aussi ça qu'on veut mettre en avant. C'est notre showroom et la transparence vraiment avec les clients finaux. Il n'y a pas de filtre entre le magasin, le client final. Nous, on est là pour partager en fait une expérience globale. C'est ça qui est cool. Et c'est ce que je trouve absolument génial et la raison pour laquelle je voulais qu'on échange aussi, c'est que c'est justement pour revenir sur ce côté premium qualité qui faisait peur et qui potentiellement fait toujours peur à certaines personnes parce que le fait que ce soit cher, c'est difficilement vendable, etc. Et la raison pour laquelle tu as été un peu pionnier, entre guillemets, sur ce positionnement vraiment que premium et élitiste,
en quelque sorte. Et ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que finalement, tu te positionnes au-dessus en termes de choix, de tarifs, mais que finalement, tu t'adresses à des gens qui sont des véritables passionnés aussi, qui ont simplement, entre guillemets, le confort de pouvoir s'acheter le produit de leur rêve et qui, à un moment donné, font potentiellement abstraction du côté purement prix et juste vivent leur rêve, quoi. C'est ça. Bah, en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a encore 5 ans, 5-6 ans, notre catalogue faisait presque peur parfois. Il y a des gens qui ouvraient le catalogue Mox, qui disaient ouais, c'est super pour mettre, je le mets dans les toilettes, quand je passe une demi-heure aux toilettes, j'ouvre le catalogue Mox et je rêve, je le mets sur ma table de chevet et voilà, ça me fait rêver, mais c'est un côté inaccessible. Et en fait, je trouve que ce qu'on a essayé en tout cas, et ce qui aujourd'hui fonctionne, c'est de démocratiser notre catalogue. C'est-à-dire que, ok, oui, on vend des produits haut de gamme, mais en même temps, on vend entre guillemets une expérience. C'est-à-dire que un vélo comme un Pivot ou autre, en fait, c'est de faire partie de cette communauté qui va rouler sur un vélo d'exception, et c'est de vendre aussi une expérience client globale. Et c'est ça qui est aujourd'hui qui est important. Aujourd'hui, tu peux pas vendre un produit haut de gamme sans qu'il y ait une expérience autour de ça. Si tu es là juste pour vendre un produit haut de gamme, il y en a plein qui ont essayé, pas forcément les citer, mais il y a plein de marques qui ont dit voilà, on va sortir un produit super premium. Je pense à une marque française, par exemple, avec des héroïnes, qui a voulu sortir un vélo premium sans expérience autour, et ça n'a pas fonctionné. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'attend le client, c'est ok, je suis prêt à dépenser beaucoup d'argent, mais par contre, il faut que derrière, il faut que ça me fasse rêver et il faut qu'il y ait une histoire à raconter à ses amis. Le week-end, quand il va aller rouler avec son Pivot, avec son 3T, avec son Open, en fait, le gars, ce qui lui fait plaisir, c'est de montrer son beau vélo, mais aussi de raconter l'histoire qui est autour de ça et pourquoi il l'a acheté. Et il l'a acheté parce qu'il est venu sur un salon, parce qu'il a échangé avec un revendeur Mox, il a échangé avec un gars qui travaille chez Mox et qui l'a fait rêver. Et c'est ça qui est c'est ça en fait qui est cool. C'est l'émotion, quoi. L'émotion. Et en fait, nos produits, on est là pour vendre de l'émotion et nos produits vendent de l'émotion. Et en fait, si aujourd'hui tu vends juste une couleur, un produit sans émotion, au final, tu n'attires pas ce type de client. Et ce qui est assez marrant, c'est que dans les personnes qui achètent nos vélos, le panel, il est super large. Tu as des personnes ultra passionnées qui vont économiser pendant 3 ans pour acheter le dernier Pivot parce que voilà, c'est leur rêve ultime. Et ils ont acheté des Pivots en occasion avant parce qu'ils n'avaient pas forcément les moyens. Et un jour, ils se sont dit, un jour, je l'achèterai neuf. C'est comme une Porsche. T'as le collectionneur de Porsche qui va acheter une Porsche d'occasion et un jour, il va dire, un jour, j'en achèterai une neuve. Là, c'est pareil. Et là, en fait, le mec, il atteint le Graal en s'achetant son Pivot. Et après, on a des clients qui sont, je pense qu'on peut le dire, des collectionneurs. Il y a des clients qui ont toute la gamme Pivot dans le garage. C'est juste incroyable. Mais voilà, on a plein de gens qui sont passionnés de différentes façons, d'autres qui sont passionnés de matériel, d'autres qui sont des grands pratiquants et qui vont utiliser, exploiter le vélo jusqu'au bout. Et en fait, nous, on ne fait pas de différence entre tout ça. En fait, l'idée, c'est qu'en fait, tu sois juste content d'avoir acheté un Pivot ou un 3T ou n'importe quel vélo. C'est ça qui est... Nous, on veut juste que le client il ait le smile et que quel que soit l'usage qu'il en fasse, en fait. Je pense qu'on a bien compris le côté émotion. Si on passe à Envy, est-ce que tu peux nous raconter un peu cette histoire de la collaboration entre Envy et Mox? Tu nous as déjà raconté une partie, mais ce qui m'intéresse du coup, c'est la deuxième partie et là où on en est aujourd'hui et là où tu vas demain. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo, une petite mise à jour Ça fait partie... Alors, tout à l'heure, on parlait des flops. Et donc, il y a des flops et il y a aussi les coups durs. Typiquement, Tomac. C'est aussi ce qu'on a connu à un moment donné avec Envy. Donc, c'est-à-dire qu'on a commencé, comme je te disais tout à l'heure, donc c'est la relance avec Envy. Grosso modo, pendant 3 ans, on multiplie chaque année les ventes par 2, par 3. Donc, nous,
On était comme des fous. On se dit, ouais, la marque elle est en train de s'installer. Il y avait le Team Syndicate qui roulait avec les roues Envy à ce moment-là, où du coup on vendait des roues VTT avec cette image-là et ça n'arrêtait pas. Et un jour, pareil, voyage aux US, je suis chez Envy, on fait une réunion, tout ça, et puis je sais pas, je sens un petit peu un froid, pas comme d'habitude. Et là, je me dis, bon, ok, c'est bizarre. Je sors de la réunion devant les locaux Envy, ça parle français. Je me dis, mais c'est bizarre, ça parle français. On est au fin fond de l'Utah, au-dessus de Salt Lake City, ça parle français, c'est pas super commun. Et là, je vois des gens de chez Mavic qui sont devant chez Envy et qui me disent, salut, qu'est-ce que tu fais là ? Je suis le distributeur Envy. Il me dit, bah non, le distributeur Envy, c'est nous maintenant. Et là, je rentre dans la réunion, je dis, c'est quoi ? C'est une blague ou c'est un sketch ? Qu'est-ce qui se passe, quoi ? Et la patronne me regarde et me dit, ouais, je voulais pas que tu la prennes comme ça, mais du coup, on a réintégré, les ventes, la distribution Envy va être réintégrée par les commerciaux Mavic, et c'est du coup Mavic qui va distribuer Envy en France. Là, tu te dis, ok, j'étais pas venu vraiment aux États-Unis pour ça, t'étais là pour visiter l'usine, passer un bon moment, entre guillemets, et voir les nouveaux produits, et finalement tu reviens en ayant perdu une marque. Et le contexte, tu peux le rappeler ? Alors, c'est avec Hammer Sport ? C'est ça. En fait, c'est l'acquisition du coup Mavic qui a été l'acquisition de Mavic par Hammer Sport, où du coup, c'est réintégration, c'est l'acquisition, l'acquisition de Envy par Hammer Sport, où du coup, Hammer Sport, multinational, dit ok, 2 marques de vélo. Envy, c'est le petit pousset. On va réintégrer le petit pousset entre guillemets dans la grande société qui est Mavic, et on va profiter du réseau de distribution Mavic globalement dans le monde. Et donc ça, c'était la stratégie annoncée. Donc nous, avec notre regard, passer la déception et les aléas, on va dire, de rupture de contrat et ce genre de choses, qui font partie du business, où tu as quelqu'un qui vient chez toi et qui te dit bah non, c'est comme ça qu'on va faire la rupture de contrat, et tu es là, bah non, en fait, on est peut-être tout petit, mais il faut quand même nous respecter. Donc, il y a un truc m'a toujours dit un de mes associés, c'est tu dois toujours sortir avec l'honneur, et jamais en étant brouillé, ou c'est toujours avoir fait ce qui pour toi est le mieux, et tu peux pas sortir d'une relation commerciale fâchée ou ce genre de choses. Du coup, à un moment donné, on arrive à clôturer, on va dire, la fin de contrat avec classe, entre guillemets, en tout cas de notre côté, ce qui n'était pas forcément le cas des deux côtés. Et se passe du coup 2 ans où Mavic distribue Envy. Donc nous, on regardait, comme on dirait dans le sud, on prenait les pop-corn et puis et on regardait ce que Mavic était en train de faire d'Envy. Et force est de constater que mauvais travail ou pas mauvais travail, c'est juste que la stratégie des 2 marques est complètement différente, et c'est 2 marques qui s'adressent à des clients différents et qui ne se vendent pas de la même façon, parce que tu ne vends pas une paire de roues à 300 € comme tu vends une paire de roues à 3000 €, ça c'est une réalité. Donc voilà, on laisse les choses se faire. Et ce qui était assez marrant, c'est qu'on avait, même si les magasins le savaient, ils nous rappelaient en disant ouais, t'as pas une paire de roues Envy qui traîne? Et on disait bah non, on n'a plus rien, on peut rien te vendre. Voilà, parce que là, c'est une catastrophe. Je dis, ouais, écoute, c'est comme ça, on n'y peut rien, mais... Et pourquoi vous ne retravaillez pas avec? Je dis, ouais, c'est plus compliqué que ça, en fait. Donc, 2 ans se passent où Mavic distribue Envy. Et un jour, mon téléphone sonne, je vois le numéro d'un gars de chez Envy. Je me dis, ok, bon, aux US. Je décroche, il me dit, ouais, Alex, je suis en Europe la semaine prochaine, est-ce que je peux passer vous voir? Moi, toujours grande classe, hein. Même si un peu fâché quand même, tu te dis, écoute, ouais, passe avec plaisir. Et donc la personne de chez Envy vient, on discute, et il me dit, écoute, on s'est aperçu qu'on a fait des erreurs, finalement, réintégrer la distribution de Envy dans Mavic, avec Mavic, c'est pas forcément une bonne idée, et on voudrait savoir si tu es d'accord pour retravailler avec nous. Et moi, je lui dis, écoute, je sais pas, on va réfléchir, parce que déjà, c'était d'en discuter tous ensemble, et avec, tu ravales quand même un peu ta fierté, hein,
tu te dis que c'était super cool, tu t'es fait un peu sortir salement, et le gars revient vers toi, tu te dis c'est cool, et en même temps, bon, t'as un sentiment de... Tu te dis, est-ce qu'ils vont pas me refaire la même chose une deuxième fois, quoi. Et donc, on remet, du coup, les bases du contrat, c'était les nôtres, ce qui était un peu différent. Ils étaient revenus vers nous, donc c'était nos règles du jeu. Et là, nous voilà repartis avec la distribution de Envy, France et Belgique, qu'on avait demandé en plus, puisqu'entre-temps, on avait commencé à développer la société et plusieurs de nos marques en Belgique. Donc ça, c'était il y a aujourd'hui 5-6 ans. Les choses ont clairement évolué depuis, où la marque a continué à bien se développer, et très récemment, donc du coup, à devenir également une marque de vélo. Donc on arrive là, du coup, à l'été dernier, Tour de France. J'ai le responsable marketing d'Envy qui me dit, écoute, est-ce que ça te dit d'aller à l'arrivée du Tour de France? Et moi, je lui dis, bah écoute, oui, pourquoi pas. Tu viens seul? Je dis, bah, écoute, je propose à ma femme qui fait de la course à pied, mais le vélo, elle en entend assez parler, on va dire, au quotidien. Et elle me dit, bah, écoute, ouais, ça me branche. Là, je la regarde, je dis, ça te branche vraiment? Elle me dit, ouais, ok, ça me branche. On va à l'arrivée du Tour de France, donc dans les loges UAE, donc, qui est sponsor, dont Envy est sponsor pour les roues. Et on arrive là, nouveau patron d'Envy, donc, qui avait été nommé en janvier 2023. Et le président de la partie Winter Sport, donc tout ce qui est sport d'hiver pour Hammersport, donc une des 5 personnes qui est au board chez Hammersport, donc qui détient Envy entre autres. Salomon, Arterix, toutes ces grandes marques. Et il me dit, écoute, je sais que Mike, le patron d'Envy, vient chez toi demain, est-ce que je peux venir? Je lui dis, écoute, oui, bien sûr, tu peux venir, la porte est ouverte avec grand plaisir. Et donc, juste après donc, l'arrivée du Tour de France, ils arrivent dans nos locaux, et puis on passe quasiment 3 ou 4 heures, en fait, pas à tabler autour d'une table et à discuter, mais simplement à faire la visite des locaux et d'essayer de comprendre en fait comment on travaillait. Et là, le patron d'Envy me dit, écoute, c'est incroyable de voir la passion que vous avez tous dans l'équipe pour la marque. Alors qu'avec tout le passif, enfin, vu comme vous avez été traité à un moment donné avec la rupture de contrat et tout ça, il dit, moi, c'est un truc, il dit, je suis en admiration devant ça. Et je vais aux toilettes, je reviens, et puis là, le patron un des boss d'Hammersport, il me dit, écoute, je crois qu'on a une idée. On a vu comment vous travaillez, et du coup, on voudrait vous proposer la distribution d'Envy Europe. Il me dit, je te demande pas de répondre tout de suite, il dit, tu peux y réfléchir, et puis on en rediscute. Puis là, je le regarde, je lui dis, attends, fais voir. Je crois que c'est bon, je crois que j'ai la réponse. Je crois qu'on peut faire un truc. Je veux bien qu'on en discute, mais ouais, sur le principe, je pense qu'on est partant. Donc c'est assez marrant de voir que, bah, tu vois, on est parti d'une marque qui a permis de lancer Mohawks, qui a été, entre guillemets, une grosse déception à un moment donné, et qui était un des coups durs de la vie, en fait, de Mohawks, clairement. Et qui aujourd'hui est quelque chose qui va nous permettre de passer encore un stade, très clairement, en termes de business, en termes de perspective. Et en fait, avoir Envy et faire Envy pour toute l'Europe, déjà, c'est une carte de visite, on va pas se mentir. C'est ce qui nous a permis, le Team Total Energy, de mettre le Team Total Energy qui va être qui est sponsorisé maintenant par Envy, qui roule sur les vélos Envy. Et c'est nous qui l'avons mis en place. Donc c'est la confiance qu'on a eue aussi dans ce partenariat-là avec Envy, c'est de dire, voilà, on veut sponsoriser une équipe, faites le job. Et on a fait le job. Et l'autre dimension qu'il y a, qui est super importante, c'est de dire que demain, Mohawks, c'est pas seulement la France et la Belgique, mais c'est toute l'Europe. Et du coup, on a récupéré des agents commerciaux un peu partout en Europe. Donc aujourd'hui, au global, on a 9 agents commerciaux, bientôt 11. Et c'est de se dire, ok, on peut peut-être développer les autres marques qu'on fait aujourd'hui juste sur notre business de base, et le développer un peu partout en Europe. Et ça, c'est le kiff. C'est des enjeux qui sont encore juste fous, quoi. Voilà. Mohawks Cycles International. Je sais pas si on peut dire ça, mais écoute, en tout cas, encore une fois, ce qui est cool, c'est on a en contact, tu vois, des magasins qui sont en Espagne, qui sont en République tchèque, en Slovénie, partout dans le monde, avec des cultures qui sont différentes, avec des attentes qui sont différentes. Et
c'est ultra enrichissant. Déjà parce que la culture de chacun de ces pays-là, elle est pas la même. Et puis la concurrence sur ces marchés-là, elle est pas la même. Tu as des marques qui sont chez nous, qui sont en France pas très très connues, et qui là-bas sont des marques qui sont énormes. Et du coup, tu dois positionner la marque, les produits différemment. Et voilà, donc voilà où on en est aujourd'hui et les petites nouveautés. Et alors, est-ce que de la même manière qu'une marque comme Envy, tu as peut-être pas des échanges, mais un potentiel pour développer à l'Europe d'autres marques que tu distribues aujourd'hui? Bah oui. Alors en fait, ce qui est assez marrant, c'est que la première réaction qu'on a eue de certaines marques, c'est de dire en fait maintenant vous êtes Envy. Et on leur a dit mais non, maintenant on n'est pas. Ça ne change rien. C'est juste. Donc on a staffé l'équipe pour pouvoir s'occuper de Envy Europe. Et de s'occuper de ces nouveaux marchés, entre guillemets. Mais nous, ça ne change rien à notre engagement et aux engagements qu'on a en France. Donc on est passé immédiatement, on va dire, sur un aspect, on va dire, un peu négatif de certaines marques. Et là, depuis le début d'année, les marques reviennent vers nous et nous disent « Ouais, du coup, écoute, j'ai entendu que tu avais des agents en Slovénie et tout ça. Nous, concrètement, on n'a jamais attaqué ce marché-là. Est-ce que ça t'intéresse de faire Open là-bas? Est-ce que ça t'intéresse de faire telle marque là-bas? » Carrément. Donc c'est ça ça donne de suite une dimension qui est plus du tout la même. Et on a notre marque, BAM, tu vois, on n'en a pas parlé, mais notre marque BAM, qui est notre marque qu'on a créée pendant la période Covid, concrètement, on n'a pas de distributeur, on la vend en France et en Belgique historiquement, et c'est une vraie porte d'entrée pour pouvoir donner à la marque un réseau de distribution international. Donc ça, c'est le rêve. Le rêve. Mais bon, je pense qu'on a compris que le rêve était parfois à portée de main, mais à force de travail. Enfin, c'est ça que je trouve super intéressant, c'est qu'on se rend bien compte que là où on est aujourd'hui, au milieu de toutes ces marques qui font rêver tous les passionnés, c'est à la force du travail venant d'un passionné qui s'est concrètement sorti les doigts, quoi. Ouais, clairement, alors, moi, tu vois, j'oublie jamais d'où je viens. Donc, mes associés m'ont donné cette opportunité-là au départ, m'ont fait confiance. Aujourd'hui, ils s'occupent on va dire, d'assez loin de la société. Ils ont toujours un regard sur la société parce que ça les intéresse et ça fait partie de leur histoire aussi. Et après, c'est l'équipe que j'ai réussi à construire autour de tout ça. Et j'ai une équipe de folie. T'en as rencontré quelques-uns. Et voilà, pour moi, c'est la force, je pense, de la société. C'est aussi l'équipe qu'on a. Parce qu'on a des gens, on n'a quasiment pas de turnover. Les gens sont là. Et au moins, en fait, mon but, c'est de créer une famille. Et oui, ok, il y a l'aspect business. Et des fois, il y a des jours où tout n'est pas toujours facile, pas toujours drôle. Mais pour moi, ce qui est super important, c'est d'avoir tout le monde qui est passionné, d'avoir un esprit de famille, de passer du temps. Quasiment tous les gens dans la société passent du temps ensemble le week-end ou vont rouler ensemble. Et ça fait partie de ça fait partie de nos valeurs, en fait. Et ouais, clairement. Après, ça peut paraître, entre guillemets, comme on parlait tout à l'heure, on est parti de rien. La réalité, c'est que derrière, on va pas se mentir, il y a un travail de fou pour arriver à ça. Mais en même temps, quand tu vois aujourd'hui la récompense, oui, après, c'est sûr que c'est au détriment de certaines choses. Il y a tu vois, des choses comme la famille ou tout ça, même si tu essaies de trouver un juste milieu dans tout ça, mais c'est un travail de fou pour arriver à ça. Et encore aujourd'hui, ma femme, la première, me dit c'est cool, t'as rembauché du monde, du coup tu vas avoir du temps. En réalité, ça n'arrive jamais. En fait, t'as pas plus de temps parce que t'embauches du monde, t'as juste plus de gestion. Et moi, en fait, ma façon de fonctionner, c'est que moi, ce qui me fait vibrer et ce qui m'excite le matin quand je me lève, c'est de me dire qu'il y a des nouveaux challenges. Si c'est pour me dire, ouais, on va faire ce qu'on a fait l'année dernière, en fait, ça n'a rien de sexy, quoi. Ce qui m'intéresse, c'est de dire, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire demain en Europe? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec notre marque? Qu'est-ce qu'on va pouvoir développer sans nécessairement faire d'autres marques, mais trouver des nouvelles idées pour développer les marques qu'on a et développer de nouveaux marchés
et de faire en sorte que l'équipe, tu vois, il kiffe venir travailler tous les matins. Et pour moi, enfin, la meilleure récompense que je peux avoir, tu vois, c'est quand les gars me disent tu fais une réunion et les gars te disent en fait, j'ai pas l'impression de venir travailler. Et en fait, les mecs font le job et ils me disent j'ai pas l'impression de venir travailler. Et t'es là, ok, ça c'est cool. Job done. C'est ça. Si on parle un peu des métriques, tu peux nous parler un peu, alors parce que j'ai beaucoup de feedback de gens qui, notamment suite à l'épisode de Chris Bike, qu'on salue, nous disaient ouais, on aimerait bien entendre des chiffres, tout ça. Et on a l'impression que c'est pas simple d'avoir des chiffres. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce qu'est Mohawks aujourd'hui, en termes de staff, en termes de, je sais pas, de produits vendus, de chiffre d'affaires, volume, etc. C'est quoi les métriques que tu peux nous partager? Ouais, moi tu sais, j'ai rien à cacher là-dessus. Puis tu sais, enfin, ce qui est assez marrant, c'est qu'à chaque fois, beaucoup essayent de cacher certaines données comme ça, alors qu'en réalité, le monde du vélo, tu le sais comme moi, tout le monde se connaît. Et au final, si tu creuses un peu, tout le monde arrive à savoir, ou du moins à avoir quelques paramètres. Donc aujourd'hui, Mohawks, on est 19 salariés. Alors ça évolue, j'ai envie de te dire presque de jour en jour. Mais aujourd'hui, c'est 19 personnes. On va avoir 11 agents. On en a 9 aujourd'hui. On va avoir 11 agents, dont 8 ou 9 hors Europe. Donc la plupart sont des salariés en France et après des agents dans le reste de l'Europe. C'est un peu plus de 13 millions de chiffres d'affaires l'année dernière, avec clairement un accélérateur pendant la période Covid, qui est, on le sait dans le monde du vélo, qui a été une période folle. Tu en as déjà parlé plusieurs fois dans tes podcasts, et c'est vraiment... c'est un accélérateur pour nous, et en même temps, c'est ce qui nous a permis de staffer, structurer la société et d'être encore plus convaincus que notre positionnement haut de gamme, c'est celui qu'il faut avoir et celui qu'on veut garder. Et aussi, ce que je pense, la problématique aujourd'hui, où tu as beaucoup de marques qui sont surstockées, ce genre de choses. Je pense que la force de Mohawks pendant la période Covid, ça a été d'être à l'écoute de ses clients et pas simplement livrer pour livrer des produits, ce que beaucoup ont fait malheureusement. Et ce qui a pu mettre beaucoup de magasins en péril et qui sont toujours aujourd'hui dans une situation compliquée. Et je pense qu'on est resté à l'écoute de nos magasins, on a été flexible, on a fait des trucs de fou pour trouver des solutions pour pouvoir livrer des vélos et satisfaire nos clients. Donc ouais, clairement, la période Covid a été un accélérateur, mais on a ce qui peut paraître assez fou par rapport à d'autres business dans l'industrie du vélo, c'est qu'on a réussi à maintenir notre même chiffre d'affaires pendant le Covid et post-Covid, ce qui montre qu'on a pris des vraies parts de marché. Voilà, pour répondre à ta question, en termes de chiffre d'affaires, c'est ça. Ça représente grosso modo 1800-2000 vélos de vendus par an, qui passent par les différentes marques que l'on a. Pivot et Envy, qui sont nos plus grosses marques en termes de volume vélo. C'est 2200 roues de montée, qui sont à 90-95% des roues Envy. Pareil, c'est des chiffres qui font... Ce qui est assez marrant, c'est qu'on a toujours des magasins qui te disent je te commande une paire de roues Envy. Et on a encore certains magasins qui te commandent une paire, mais c'est ultra cool pour nous, qui te disent ouais, je te commande une paire de roues Envy. Et c'est pour eux la vente de l'année. Et pour nous, en toute modestie, quelque chose qui est notre quotidien en réalité. Et quand on dit qu'on monte 2200 roues Envy à l'année, il y en a qui nous regardent et qui nous disent mais c'est pas possible. Et ces roues elles partent partout. Et c'est 2200 roues en France et en Belgique, puisque le marché Europe c'est nouveau. Donc c'est un business qui pour nous va être multiplié par au moins 3 donc en termes de roues. Donc c'est des chiffres qui sont nous font rêver. Jamais on aurait imaginé il y a quelques années arriver là, quoi. Et juste pour Envy, tu t'appuies là sur des nouvelles machines sur lesquelles tu as fait des investissements, qui sont des machines de montage de roues. Exact, ouais.
Rapidement, tu peux nous en parler? En fait, la réalité, c'est que le métier de monteur de roue, bah, ça peut être, il peut y avoir des traumatismes au bout d'un moment, bah, parce que c'est un mouvement qui est assez répétitif. Et on a voulu aussi valoriser bah, notre équipe qui monte des roues. Et on a investi du coup dans des machines de montage de roues. Donc, tu as une machine qui fait du préassemblage de roues, qui permet en fait de prévisser le rayon, et une machine qui est un robot tout simplement, qui vient faire la tension finale de la roue et qui vient masser la roue en même temps. Donc c'est des investissements qui sont lourds, mais qui sont indispensables pour le développement, clairement. Et qui sont... Ce qui est assez marrant, c'est que ça a remotivé, entre guillemets, notre équipe du montage de roues, quand tu leur dis, bah, les gars, 2200 roues, c'était cool, vous les avez toutes fait à la main, et maintenant, il va falloir faire 3 fois plus. Et ils te regardent, ils te disent... non mais t'es gentil, mais on va être combien? On va être 10 à monter des roues. Et là, tu as cette solution, que tu apportes et qui est dans l'air du temps et qui est nouvelle génération, si je puis dire. Et voilà, c'est une vraie plus-value. Et ça fait aussi, je pense, partie de l'évolution des sociétés où le but n'étant pas nécessairement de remplacer les hommes par des machines, mais aussi valoriser le travail de chacun et rendre le travail plus agréable, quoi. Encore une fois, rendre le travail plus agréable, si c'était encore possible. Ouais, bah, pour moi, c'est aussi la raison pour laquelle je suis toujours aussi passionné de faire mon boulot. C'est que je pense qu'il n'y a rien de plus agréable de trouver un intérêt au quotidien dans ton travail. En l'occurrence, moi, c'est ma passion à la base. Travailler dans ma passion, c'était un rêve. Et continuer à faire perdurer ce rêve en se disant que bah, voilà, tu as une société avec des produits qui sont cool, une équipe qui est full gas et qui te porte, bah, voilà, c'est cool. C'est quoi la suite pour Mohawks? C'est quoi les perspectives 2024? Donc tu nous as parlé d'Envy pour la suite, mais je sais pas, c'est quoi? T'as des idées, des projets que tu veux lancer, dont tu peux nous parler? Bah, on a quelques projets. Le plus gros projet qui va commencer cette année, bah, l'évolution de tout ça, c'est bien. On a déménagé, Nico te dirait... à Mohawks, à Mohawks, de toute façon, on déménage tous les 18 mois. C'est classique. On est obligé de déménager tous les 18 mois parce qu'Alex a un nouveau projet ou il y a une nouvelle marque. Donc ouais, l'évolution de Mohawks, là, elle va passer par des nouveaux locaux qui seront nos propres locaux, donc qui vont permettre d'organiser, on va dire, la vie de la société et le business de la société avec nos propres locaux et, on va dire, une architecture qui est faite pour nous. Donc ça, c'est quelque chose qui va commencer normalement au mois de mai et qui sera fini du coup d'ici une grosse année. Donc printemps 2025, nouveau locaux Mohawks avec des ateliers pour le montage de roues, ateliers pour les suspensions, parce qu'on fait aussi l'entretien et le service sur les suspensions. Un showroom comme on a ici qui sera encore next level. On a fait un test ici et apparemment ça fonctionne plutôt bien, donc faire encore un step au-dessus. Forcément des entrepôts qui sont dimensionnés pour pouvoir laisser la société évoluer pour les prochaines années. On ne sait pas ce qui peut se passer. Une cabine de peinture, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, tu vois, de pouvoir faire des éditions limitées, ce genre de choses. Et ça fait partie de l'esprit créatif et du petit plus que Mohawks apporte. Donc une cabine de peinture qui sera intégrée dans les locaux. Voilà, continuer à faire en sorte, entre guillemets, que Mohawks ait une nouvelle maison qui soit adaptée, on va dire, à ses nouvelles ambitions, si je puis dire. C'est un peu le sujet. Et on fera une petite piste d'essai sur l'arrière du terrain pour pouvoir essayer des vélos. Ça, c'est juste pour le fun. On a difficilement trouvé un terrain et du coup, il est trop grand. On n'avait pas le choix, mais du coup, on s'est dit qu'autant l'exploiter, faire une piste d'essai derrière, ça pourrait être sympa. Tant qu'à faire. Alex, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Écoute, que tous les projets en cours se passent bien. Moi, je crois pas. Il y a un truc, je crois pas à la chance. Il y a beaucoup de gens qui parlent de chance.
concrètement, la chance, elle n'existe pas, c'est le boulot. Donc, faire en sorte que je sois en forme pour continuer à bosser. Et puis voilà, garder l'équipe que j'ai aujourd'hui et que le business du vélo se porte bien. Et j'ai rien à demander de plus. Où est-ce qu'on te suit? Où est-ce qu'on voit des news de toi, de Mox? Alors, des news de moi, personnellement, vous en verrez jamais parce que c'est, je pense, la première fois, ça a été mon premier podcast ou autre, mais des news de moi, t'en verras jamais. L'équipe le fait bien mieux que moi. Et sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, on a créé un compte TikTok il y a quelques jours, mais c'est un jeune stagiaire qui nous a créé un compte TikTok, mais voilà, c'était pas encore à l'ordre du jour, mais voilà, nous suivre sur les réseaux sociaux, si on sera sur les salons. Lesquels? Quels événements? Donc là, on a beaucoup d'événements, donc démo magasin, et ensuite les événements. Donc on sera à l'Eurobike pour la dimension, on va dire entre guillemets internationale de la société avec Envy. On sera à l'Eurobike, Vélo Vert Festival, Rock d'Azur, tous ces grands salons, on sera présent cette année. Et après des événements un peu plus locaux, genre Naturist Bike, c'est des événements un peu plus spécifiques. Et pour retrouver nos clients et nos ambassadeurs, voilà le programme. Excellent. Bon, eh bien Alex, un immense merci pour ton temps et puis pour cet échange passionnant. Un grand merci à toi. Écoute, un plaisir de t'avoir accueilli ici. Et puis, c'est voilà, toujours un grand plaisir. Et c'est une première et c'était cool. En tout cas, tu t'es bien débrouillé. Merci à toi. J'espère que vous qui nous avez écoutés ou regardés, vous avez également apprécié cet épisode. En tout cas, ouais, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à t'écouter, me raconter cette histoire et voir où Mox peut aller. Et bon voilà les amis, si vous avez des idées, si vous avez des messages à faire passer, n'hésitez pas à nous les envoyer sur LinkedIn, Insta, etc. Dites-nous que vous nous aimez, ça nous plaît. ça nous encourage beaucoup parce que vous voyez, on y met un petit peu de boulot et Alex bosse aussi beaucoup. Donc voilà. Et puis voilà. En attendant, on vous dit à la semaine prochaine. Et puis Alex, on se croise sur les events. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Salut. Salut Salut Antoine.